Hi everyone and a very warm welcome. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre série de partage pour adresser la violence contre les genres ou axée sur les genres. Donc, je suis la gérante de Courage to Act et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce lancement entre un guide compréhensif sur les plaintes que nous avons eues pour la violence genrée. Puis donc, une note très rapide sur l'accessibilité. Vous pouvez avoir le sous-titrage en faisant le clic sur le lien dans le clavardage. Vous pouvez aussi écouter cette séance en français en choisissant le canal anglais-français en utilisant le menu d'interprétation. La séance aujourd'hui est enregistrée, sera disponible sur notre site web ainsi qu'une transcription. Et puis, une boîte à outils est disponible pour le téléchargement avec le centre de connaissances. Alors, Possibility Seeds, c'est le nom gère le projet, puis nous sommes une entreprise canadienne qui gère les différentes gestions de projets, développement de politique. Et on travaille avec nos clients pour créer, connecter et cultiver la justice genrée. Notre équipe a plus de 20 ans d'expérience en travaillant avec les communautés, les gouvernements, les organismes syndicaux et les institutions publiques et privées. Un petit peu sur Courage to Act. Alors, Courage to Act, c'est une initiative pluriannuelle pour adresser et empêcher la violence genrée aux institutions postsecondaires au Canada. C'est bâti sur les recommandations clés avec le rapport vital de Possibilities Courage to Act de développer un cadre de travail national pour adresser et empêcher la violence genrée dans les institutions postsecondaires. Et c'est la première collaboration et nous avons rassemblé plus de 170 experts et leaders pour adresser la violence genrée sur les campus. Et oui, cette série est de retour avec de nouvelles opportunités de développement professionnel et cette série va avoir des différents experts et des conversations sur les différents enjeux, les tendances émergentes et les pratiques et stratégies pour mieux adresser la violence genrée sur les campus. Et nous allons commencer la série avec le lancement d'aujourd'hui qui est présenté par ces différentes ententes et adjudications avec les groupes. Et là, nous avons ces séances et puis nous reconnaissons les opportunités d'apprentissage. Et la participation à 10 ou plus de séries va compter pour un certificat. Et c'est disponible grâce au financement du ministère de femmes et les genres du Canada. Alors, on va commencer avec la séance aujourd'hui en reconnaissant que ce travail a lieu sur et à travers les territoires traditionnels de plusieurs nations autochtones. Nous reconnaissons que la violence basée sur les genres est juste une forme de violence causée par la colonisation pour marginaliser puis déposséder les gens autochtones de leurs terres et leurs eaux. Le projet vraiment aspire à face à la colonisation et puis d'actualiser la justice pour les femmes et filles disparues, assassinées, autochtones à travers le pays. Alors, ce travail peut poser des défis parce que plusieurs d'entre nous, nous avons peut-être juste l'expérience de survivre et puis et le soin et puis avec la violence basée sur le genre. Donc, un petit rappel ici qu'il faut être vraiment conscient de se soigner et de prendre soin. Alors, vous pouvez visiter notre page de soins personnels ou visitez-nous sur Twitter ou vous pouvez suivre sur Twitter avec le mot dièse GBV National Skillshare ou I have the courage to act. Alors, avant de présenter nos conférenciers d'aujourd'hui, une petite note rapide. Je vous ai invité à mettre les questions dans la boîte de questions et réponses et nous allons présenter ça aux conférenciers à la fin. Et puis, les questions et réponses vont arriver dans les dernières 30 minutes du webinaire. Et puis, on va essayer de s'engager avec le plus de questions et idées que possible dans le temps que nous avons. Et puis, encore une fois, avec ces séances, vous allez trouver un formulaire d'évaluation. Et nous serons très reconnaissants de prendre quelques instants pour le remplir. C'est anonyme, ça nous aide à améliorer. Et suite à cette séance, nous allons également vous envoyer un courriel avec le lien au formulaire d'évaluation puis un lien à l'enregistrement pour qu'on puisse faire des échanges avec les réseaux. Je suis très emballé de vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Alors, nous avons Deb Erks, qui est la présidente de l'imputabilité de l'Université d'Alberta, puis co-présidente pour les enquêtes et les rapportages pour Courage to Act. Et puis Brittany Acosta est analyste en politique pour l'Alliance des sous-diplômés et d'enquête et travail d'éducation. Et aussi, aujourd'hui, nous avons Zanab Jaffrey. Elle est spécialiste en violence genrée et elle va agir
et adresser la violence contre les genres. Et puis, nous avons également notre animatrice avec Farrakhan, qui est la directrice exécutive de Possibilities, directrice du projet Courage to Act, et puis chef pour le groupe de soutien pour ceci. Alors, nous sommes emballés de passer la parole maintenant à nos conférenciers extraordinaires. Alors, allons-y. Merci beaucoup, Sanab. Je suis tellement ravi d'être ici, d'être en train de lancer cet outil. On dirait que c'était un rêve qu'on a commencé à en parler, puis maintenant nous sommes capables de parler à Zanab, Deb et Brittany au sujet du travail incroyable qu'ils ont fait pour créer cet outil. Alors, je veux donner la bienvenue à vous trois. Et je suis tellement emballé de parler de cette conversation parce que je sens que ça va être vraiment formidable. J'espère que les gens nous voient en mode galerie et vous voyez tous ces beaux visages ici et les gens à travers tout le pays et puis cette conversation. Je vais maintenant juste vous demander si vous n'êtes pas sur mute et de vous assurer d'être sur mute en ce moment. Alors, je vais commencer. Alors, pour les présentations, vous venez tous de différentes perspectives. Alors, vous avez travaillé comme travailleur de première ligne à l'Université Ryerson, et puis vous avez fait du travail avec les survivants, et vous avez aussi fait beaucoup de travail sur les différents cas. Et Brittany, vous venez de USA, et vous faites du travail formidable sur la plaidoirie pour les étudiants en Ontario et à l'université. Et Deb, vous avez travaillé en tant que plaideuse depuis plusieurs années. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire, commençons avec Zanab, qu'est-ce qui vous a amené à occuper ce rôle et à travailler dans ce domaine? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Zanab Jaffrey et puis mes pronoms sont elle. Et vis ce que Farah dit, je suis spécialiste en violence contre les genres et puis à l'Université Ryerson et je donne le soutien direct aux étudiants, facultés et personnels qui sont affectés par la violence genrée. Puis je suis responsable pour guider les plaignants à la fois dans la structure universitaire ainsi que dans le système de justice criminelle. Et il y a de différents processus de résolution, puis que ce soit effectué des entrées initiales qui vont déclencher le processus à l'adjudication, les appels de ces plaintes. Et à l'extérieur du processus de plainte, qui était en général mon travail était de plaidoyer pour les besoins des survivants et leur travail parce qu'ils dans leur environnement d'apprentissage et puis championner les besoins des populations d'étudiants vulnérables en se concentrant sur les étudiants internationaux, les réfugiés et les nouveaux arrivés qui ne connaissent pas les processus. Et dans les dernières années avec le réseau, en tant que gérant d'inclusion, accessibilité, j'occupe et je fais une enquête sur le rôle où j'anime les différentes enquêtes qui ont à voir avec la violence genrée. Donc, pour répondre à la question de Farah, qu'est-ce qui m'a emmené au courage d'agir? C'est peut-être c'est prévisible, c'est le fait que j'étais en train de travailler avec des centaines d'étudiants sur une base annuelle qui avaient tous des besoins extrêmement différents. Je ne sentais pas qu'ils étaient comblés par le processus adversariel qui existe actuellement à travers le Canada et dans la plupart des PSI. Et je voulais faire partie de quelque chose de plus grand. Je voulais bâtir une solution qui pouvait satisfaire ces besoins et rester flexible pour accommoder les autres besoins quand ils arrivent. Parce que lorsqu'on grandit et puis on devient de plus en plus divers en tant que diversité et inclusion, ça inclut les différentes communautés marginalisées, puis on aura besoin plus de flexibilité dans ces processus pour honorer le vécu de ceux qui, en fait, ont subi ces problèmes. Alors ça, c'est ce qui m'a emmené jusqu'à ce point-ci. Je peux me présenter aussi. Alors, bonjour à tous. Et puis, je m'appelle Brittany. Mes pronoms sont elle. Et puis, je suis également quelqu'un qui vit sur le territoire de traité 3 à Guelph, Ontario. Et puis, comme Farah a dit, je travaille à l'Alliance en tant que recherche et politique. Et dans ce rôle, j'appuie nos étudiants avec les différents organismes et puis je les appuie dans la politique et la plaidoirie pour plaider au niveau provincial pour avoir d'éducation postsecondaire abordable. Et dans ce rôle, j'ai plusieurs portefeuilles, y compris notre prévention et réponse, ce qui est la partie qui vraiment a donné le courage d'agir initialement au début, mais avant de travailler à ceci, avant mon travail avec courage d'agir, j'étudiais le droit et le travail social à l'Université de Windsor. Et j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe
de plaideurs et de facultés qui étaient en train de parler contre certaines des violences qui étaient arrivées à la faculté à l'époque. Et alors, je viens au soutien en tant que plaideuse. Mais depuis ce temps-là, et puis dans les dernières années, j'ai été vraiment reconnaissante de travailler avec les plaideurs qui sont dans leur institution maintenant, qui sont vraiment extraordinaires et qui mènent ce travail sur leur propre campus, au niveau institutionnel et même au niveau national. Et puis, une des choses que j'apprécie énormément quand je travaille avec le courage d'agir, c'est la décentralisation des voix d'étudiants. Alors, ça a été vraiment merveilleux d'être capable d'emmener le courage d'agir pour vraiment rehausser tout ça et rehausser les voix. Et vraiment, avec le guide, nous avons tous trouvé de différents objectifs là-dessus, vis-à-vis les principes et de différentes perspectives également. Et personnellement, j'avais vu mon travail en tant qu'adjointe administrative sur un projet pilote pour la formation pour les avocats et aux cliniques d'aide juridique à Windsor. Et ça fait partie d'une poussée positive pour avoir ce type de, de points dans ces espaces. Voilà où j'ai été présenté au concept de pratique informée sur le genre. Et puis quand je travaillais sur le guide, j'ai vraiment utilisé ceci et j'utilise cet objectif à travers tout le travail que nous avons effectué. Bonjour à tous, je suis Deb Erkes et puis mon pronom est elle et puis je suis du traité 6 à Edmonton, Alberta. Je suis directrice d'imputabilité à l'Université d'Alberta, puis j'étais dans ce rôle et j'étais décideuse depuis 17 ans. Alors, dans ce rôle, j'ai fait pas mal de choses vis-à-vis de la violence genrée, puis j'ai développé cette politique également pour l'institution. Et puis, avant de faire tout ça, j'ai passé 5 ans à faire des recommandations aux étudiants. J'étais conseillère pour les étudiants avec ces différents processus de plainte. Et puis, mon axe, c'est sur la justice procédurale et les différentes stratégies. Et ce qui m'a emmené à courage d'agir, c'est que je pense que l'idée que nous sommes en train de traiter des cas au point individuel, et c'était ça mon travail, mais je trouvais que c'était pas très bien. Je voulais contribuer, je voulais penser aux changements systémiques comme la violence genrée, et quand on pensait à ces différentes violences genrées. Alors, c'est ce qui m'a amené jusqu'à ce point-ci. Ah, j'adore que les trois, vous venez de trois perspectives très différentes. Et je le vois, ça se voit dans le guide, hein. Ça se voit quand vous parlez de ceci, puis on parle de réduction des maths, c'est quelque chose que vous aviez expliqué, puis Brittany, vraiment de soulever comment nous avons tous cette conversation, non seulement avec les gens qui le font, mais également pour que les étudiants puissent comprendre les processus et être transparents. Alors, pouvez-vous parler un peu d'un aperçu de haut niveau du projet? Peut-être que Brittany, vous pouvez nous expliquer ça. Et quels sont les standards qu'on avait expliqués sur la réduction du mal et avec les différentes pratiques? Comment est-ce que vous pouvez correspondre tout ça? Parce que parfois, lorsque vous dites ces choses à voix haute, les gens sont un peu mal à l'aise, hein, parce qu'il y a cette idée qu'ils sont presque, qu'ils vont peut-être pas s'entendre bien. Donc, parlez-moi un peu de ce processus. Oui, alors juste pour vous donner un peu de contexte, pour commencer, pour ceux qui sont sur l'appel et qui connaissent vraiment qui nous sommes et la portée de ce que nous faisons. On cherchait ces différents processus pour la violence axée sur le sexe, qui était vraiment quelque chose de très compliqué. J'ai appris dans les dernières années que c'était très complexe comme monde. Et c'est compliqué, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas de pratique standard. Et puis dans tous les campus, ils le font, toutes les provinces le font différemment. Mais essentiellement, ce que l'on cherchait, c'était quand une personne soulève une plainte officielle de violence genrée aux institutions, donc pas à la police, pas par le système policier, mais aux institutions postsecondaires. Et lorsqu'une plainte est apportée à une institution, c'est traité comme une violation des politiques. Alors, encore une fois, ce n'est pas une question criminelle dans le contexte où on travaille dans notre guide ou ce projet, mais lorsqu'une plainte est soulevée, ça peut mener à l'application d'intermesures et d'enquêtes pour d'autres violations politiques, d'autres adjudications et possiblement un appel.
et des résultats de ce processus peuvent aller de trouver qu'il n'y avait pas de violation à des sanctions pour répondre à toute une gamme d'autres choses. Un peu plus de contexte, puisque c'est très différent à travers le pays et chaque institution est là qui est responsable pour chaque partie de la plainte et puis comment ces étapes sont effectuées, ça revient à cette institution et leur approche au processus. Alors, dans certains cas, comme l'Ontario où je me trouve, il y a des directions législatives, mais souvent, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et quand cette direction législative existe, ce n'est pas assez compréhensif. Et donc, ça crée des problèmes. Alors, ça, c'était la portée de ce que nous avons vu, juste améliorer ces processus en général, parce que nous avions accepté, je pense que à travers le pays, nous avions accepté que ces processus complets ne sont pas une solution à la violence genrée. Puis c'est juste un outil que nous avions, c'est quelque chose qui existait dans cet espace. Mais nous savons que c'est très nocif pour tous. Nous sommes que c'est nocif aux plaignants, aux survivants, c'est nocif aux témoins, au personnel qui travaille dans ces espaces et même ceux qui passent par tous ces processus. On se concentre vraiment alors sur comment atténuer tout ça. Et puis, on l'a basé sur ce que nous avons appris des gens qui ont contribué au rapport de courage d'agir et sur les écarts du travail et les défis dont ils faisaient face. Alors, on a pris tout ce que l'on aimait de toutes les différentes perspectives, ce qui était vraiment merveilleux. J'ai appris tellement de tout le monde et de leur expertise et leur expérience. Et nous avons rencontré des gens de communautés de pratique, de courage d'agir. Donc, si vous êtes sur l'appel, on vous remercie énormément. Vous nous avez donné une tellement bonne perspective. On a tout fait ensemble pour créer tout un guide de stratégie qui peuvent être utilisés par n'importe qui pour adresser ces mal inhérents. Alors, nous voulons vraiment que ce guide soit pour tous. Alors que vous soyez un administrateur qui a créé ces processus ou vous travaillez dans ces espaces ou vous êtes au gouvernement et vous cherchez à trouver des politiques et des solutions politiques et vous participez dans les plaintes, comme quelqu'un qui est témoin, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont vos droits et où vous êtes en train de plaider pour un meilleur processus. On a vraiment écrit ça pour tous. C'était ça l'axe du projet et le standard que vous avez demandé. Alors, je vais partager l'écran avec vous parce que nous avons des concepteurs graphiques qui ont créé ce visuel de à quoi ont l'air ces standards. Et je m'excuse, mais notre guide consiste de stratégies qui se fondent sur 3 standards. Vous avez demandé la réduction du mal et la justice procédurale et les pratiques informées par les traumatismes. Et c'est avec la Fondation d'équité et de droits de la personne, ça ne peut pas être séparé les uns des autres. Alors même s'il y a cette tension que vous avez mentionnée, cette idée que ils s'opposent les uns les autres, on argumenterait qu'on ne peut pas avoir la justice procédurale à moins d'avoir ces différentes pratiques et réduction du mal. Ces pratiques informées par les traumatismes et la justice procédurale. Et vous ne pouvez pas satisfaire ces normes si vous ne satisfaites pas les différents standards. Alors, au fur et à mesure dans le guide, on offre des stratégies et des recommandations et tous les contextes que nous fournissons, les questions que nous fournissons aussi, sont censés démontrer comment ces différents standards dépendent les uns des autres, comment ils ne peuvent pas vraiment être en conjonction là, parce que si vous voulez la justice procédurale, vous devez approcher tous ceux qui sont là avec ces différents objectifs et ceci s'applique à tout le monde à travers le processus. Donc, parfois, vous avez cette idée que la justice procédurale s'applique seulement à un répondant ou à quelqu'un ou juste à un plaignant. La réduction du mal, ce n'est même pas calculé. Mais vraiment, toutes ces choses-là s'appliquent à tout le monde. Et tout le monde devrait avoir cette justice procédurale. Tout le monde mérite ce type de pratique et a besoin de ceci pour satisfaire leurs besoins procéduraux. Et la réduction du mal, c'est juste nécessaire à cause de comment ces processus sont si nocifs et comment nous pouvons éliminer ces mâles. Alors,
Oui, je suppose que ça devient un peu plus strict, mais nous utilisons ces standards et nous avons ventilé notre guide dans 3 sections pour voir comment ceci peut jouer un rôle. Mais nous avons une belle diapo là qui montre les 4 sections. Et la première, c'est où on donne tous ces antécédents sur la stratégie. Donc, il y a des chapitres différents sur les différentes pratiques et réduction des mal. Et puis, c'est vraiment un endroit formidable pour commencer. Je pense que si vous voulez vraiment comprendre ce que l'on dit, euh, lorsqu'on parle de ces choses, je sais que ces différentes pratiques ont tellement de différentes applications, tellement, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de dans le contexte de différents procédures. C'est la justice procédurale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la section suivante, oh, je m'excuse, je recule un peu. Alors, la section suivante, c'est où arriver à nos stratégies a lieu. Donc, c'est là où on commence à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour appliquer ces principes à votre travail. Alors, ça commence avec les chapitres sur comment concevoir et modifier les procédures et qui embaucher et comment former votre personnel pour faire ce travail. Et notre section suivante, c'est vraiment les stratégies pratiques. Alors, nous reconnaissons en fait que nous n'avons pas un bon panorama ou cas de travail pour le processus de plainte procédurale dans les éducations, dans les environnements postsecondaires. Et même si toutes les institutions avaient des politiques très robustes qui étaient informées sur les traumatismes, et une grande partie de ce travail arrive au niveau humain avec les politiques jusqu'à présent. Alors, chaque chapitre se concentre sur une différente étape et puis de voir vraiment comment vous pouvez ramener ces composants dans votre travail. Et puis, on a inclus un chapitre sur les options non adjudiquées parce que nous voulons clarifier que ça, ce n'est pas toujours la meilleure façon de regarder l'imputabilité ou répondre à ces plaintes et à cause du mal nocif de ces plaintes. Et également, au centre ClubChat, il y a vraiment des outils formidables par certaines de nos communautés de pratique comme Justice pour guérir. Alors, si vous n'avez pas déjà vérifié sur cet appel, faites-le. Mais ça, c'était notre section sur les stratégies. Et je pense que une chose qui était très bien lorsqu'on a écrit ces stratégies, c'est que comment, en fait, nous pouvons, tout ceci correspond les uns avec l'autre et puis tout est encadré. On se concentrait tous sur un même standard et on rédigeait une stratégie pour travailleurs et des différentes stratégies abstraites. Et puis, certains pourraient être tellement chevauchés, alors notre stratégie procédurale pourrait être juste du point de vue procédural. C'était des stratégies pour être informés sur les traumatismes et pour réduire le mal. Alors, c'était vraiment formidable de voir comment tout ceci s'est rassemblé. Et notre section finale explore certaines des questions où nous n'avons pas de réponse. Et pour certains, nous avons travaillé avec un panel d'experts pour développer des recommandations. Et pour d'autres, nous avons juste besoin d'explorer davantage comme, en tant que communauté pour savoir quelle est la meilleure réponse. Alors, on a identifié ces questions en espérant que nous pouvons continuer ces conversations. Mais en fait, c'est ça le projet sur une vue d'ensemble. J'aime comment tu as dit tout casuellement. Ah, on a fait 2 ans de travail intensif, on a fait un guide formidable, et puis on peut le voir dans ce tableau, mais c'est beaucoup plus que ça. Je sais que les trois, vous avez travaillé ensemble depuis 2 ans, hein, alors c'est vraiment il y a 2 automnes, et vous avez travaillé ensemble depuis tellement. Donc, Zana, pouvez-vous nous parler un peu de comment vous avez vu ce concept-là? Parce que ça semble tellement exhaustif, juste avec l'idée que, OK, on va créer ce guide de plantes, et puis on dirait que vous avez vraiment approfondi là-dessus sur comment avoir cette conversation. Alors, voici un petit contexte sur comment Brittany, Doug et moi, on s'est rencontrés. Ce serait intéressant de noter que Doug, Brittany et moi, en fait, nous nous sommes seulement rencontrés une fois en personne. C'était il y a 2 ans, à la première rencontre du groupe. Et depuis ce temps-là, c'était virtuellement. Euh, ça indique comme peut-être l'importance de la première rencontre et comment c'est tellement important pour nous tous d'être sur la même page.
On dirait que c'est une tâche difficile, mais en fait, j'étais très impressionné. Et puis la raison pour ceci, c'est parce que les trois, d'une certaine façon, nous avions rencontré une niche très spécifique. Et avant de parler de ce mythe, je vais passer à notre antécédent de travail. Et à l'époque, j'étais travailleuse de première ligne en GPV et avec des gens qui avaient des mouvements directs, qui étaient affectés par la violence axée sur le genre. Du point de vue historique, ou parfois un peu plus tôt ce matin, là, ou la veille. Alors, ça, c'est le type de travail que je fournissais. C'était très à l'avant-garde, c'était très aigu dans certains cas où il y avait du soin urgent pour les survivants. Et Brittany, elle avait participé avec la construction de politiques qui ont formé notre processus de PSI. Et Deb était la décideuse dans le processus de plainte. Alors ça, c'était presque 4 niveaux de participation de différentes façons sur dans la violence genrée, mais nous avons tous rencontré ce mythe spécifique qui était l'idée que la justice procédurale et le processus ça existe seulement pour les soins procéduraux, ça existe seulement pour le plaignant. Regroupé avec l'idée que ces différentes choses sociables, la justice procédurale, ou tout simplement que les deux ne pouvaient pas exister dans le même processus. Essentiellement, pour être juste du point de vue procédural, il fallait aller d'avant avec le processus d'acceptation. Puis, d'après notre expérience, c'est que ça provient d'un manque de conception pardon, une mauvaise conception des risques procéduraux, la gestion des risques, la crainte d'avoir des poursuites de la part des répondeurs contre l'institution qui disaient, écoutez, vous n'êtes pas juste du point de vue procédural pendant ces différents processus parce que vous avez fourni ce type de soins basés sur les traumatismes. Alors, presque du point de vue intuitif, les institutions ont reculé pour fournir le soin aux survivants au point où, en fait, ils sont en train d'avantager le répondeur par rapport au plaignant. Alors, notre réponse à ce mythe était de créer un système ou un ensemble de standards que Brittany avait décrit qui montrait que non, en fait, les différents soins basés sur les traumatismes, ça anime la justice procédurale. Une procédure est plus procédurale lorsque ceci est dans le mélange. Alors, nous avons également présenté un troisième concept qui lie les deux, c'est la réduction des mâles. Alors, la réduction des mâles, à l'origine, est vraiment dans l'abus des substances et de fournir le soutien aux gens qui sont des utilisateurs de différentes substances pour réduire le plus de mal que possible en rendant des situations aussi sécuritaires que possible. Et on ne va pas pouvoir éliminer le manque de sécurité complètement, mais on peut rajouter des couches de sécurité en altérant ces environnements, en encourageant des comportements spécifiques. Alors, on voulait ramener ce principe au processus de plainte et en amenant ceci au processus de plainte, nous ne disons pas nécessairement que nous allons réduire tout le mal dans ce type d'enquête basée sur la violence. Et puis, on reconnaît que le processus lui-même est un processus nocif. Alors, par vertu du fait que si on parle d'un incident de GBV, c'est nocif, c'est difficile à faire. Et puis, il y a de différentes choses qui arrivent pendant ce processus. Et pour les institutions, leur responsabilité ne s'arrête pas en embauchant un enquêteur, en commençant le processus, en passant par toutes les étapes du processus et en vérifiant quels sont les processus d'une enquête, et puis ensuite l'adjudiquer et finaliser les choses. Mais en fait, nous devrions avoir la responsabilité de s'occuper des deux parties avec les différents mal vécus et d'essayer de réduire ce mal si c'était possible. Alors voilà les trois principes que nous avons soulevés dans ce guide. Et notre objectif était de résoudre ce mythe que vous ne pouvez pas être juste du point de vue procédural si vous êtes en train d'inclure ces différents traumatismes dans le processus. Et notre argument pour ceci, c'était de dire que ce type de soins ne doit pas
être inclus dans le processus de plainte, mais en fait, à l'expérience du répondeur aussi. On parle de ceci de façon approfondie dans le guide, mais un des objectifs de soulever ces principes à l'expérience, c'était de créer la place pour l'imputabilité, pour la réflexion, afin que bien que nous ayons ce processus de plainte, que nous sommes en train de créer un espace où on peut guérir, où l'imputabilité peut arriver, parce que la caractéristique principale de ce processus devrait être d'avoir de l'imputabilité à la fin, puis les processus actuels ne le font pas. Il y a des sanctions qui s'appliquent et il y a parfois les résultats des attentes qui ne sont même pas partagés avec toutes les parties. Alors, d'une certaine façon, les institutions sont avantagées en disant, ah, nous avons fait notre diligence raisonnable, mais il y a une grande question comme est-ce que ceci, en fait, a changé les comportements des personnes qui ont causé le mal? Et puis ça, jusqu'à présent, ça n'a pas été répondu. Puis on espère que avec le temps, on peut fournir une meilleure expérience pour un plaignant dans ce processus et également une meilleure expérience pour tous ceux qui se trouvent dans ce processus en général. Dans les commentaires, les gens sont en train de dire de belles choses à propos de vous. C'est très bien de voir des conversations et de comprendre que ceci n'est pas seulement pour les survivants dans ce cas, mais également les répondeurs. Et puis, je pense aussi que les gens, on baisse les gens. C'est juste l'idée que les gens qui répondent ont leur propre histoire, leur propre expérience de traumatisme et de mal. C'est une bonne opportunité de créer un peu plus d'imputabilité. Alors, d'après vous, voyez ce projet, vous travaillez tellement dans ceci. Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui a rendu ce travail important pour vous dans votre point de vue? Oui, c'est une excellente question. Vous savez, quand on vous dit que vous devriez écrire une lettre à vous quand vous avez 15 ans pour vous dire qu'est-ce que vous auriez su, c'est ça ce guide pour moi. C'est moi qui parle à mon ancien moi en expliquant tout ce que j'aurais souhaité savoir quand j'ai commencé. Et un de mes premiers cas en tant que décideur, ça inclut la violence sexuelle entre les partenaires. Et puis, j'étais complètement mal équipé pour gérer tout ça. Complètement. Je n'avais aucune formation et mes connaissances étaient limitées. Il fallait donner, je sais pas, la justice procédurale et c'est tout. Alors, bien sûr, à l'époque, ça c'est il y a 17 ans, je n'avais jamais entendu du traumatisme comme étant considéré sous le contexte de ces plaintes. Et quand finalement nous avons commencé à parler des traumatismes et de ces différentes pratiques basées sur les traumatismes, on nous a dit, ah ben ça va interférer avec la justice procédurale, donc ça ne doit pas être utilisé par les décideurs ou les enquêteurs. Et, et on a l'environnement. On sait que nous avions les droits, la loi, nous avions également le droit privé, puis nous avons d'autres questions de santé et sécurité, des opportunités à nos employés. Et on n'avait pas parlé du processus d'un point de vue compréhensif. Alors, vous sentez que vous êtes dans cette petite bulle. Et quand Zach nous a présenté la réduction du mal dans le contexte des plaintes, je savais immédiatement comment c'était tellement important. Parce que même lorsque notre processus était évident du point de vue des participants, le message était que cette procédure était la seule chose importante. Et ça, c'était pas quelque chose que je trouvais correct. On traite avec des êtres humains qui qui souffrent. Alors, je devais faire quelque chose de différent. Je voyais dans leur visage et dans leur langage corporel que c'était un mal sérieux pour les plaignants. Surtout quand je leur disais, ah, vous n'aurez pas de voix ou de rôle, juste de donner une certaine déclaration. Ou quand je dois demander une question complètement inappropriée, puis je l'ai fait, j'ai posé des questions inappropriées, c'est sûr. Mais si je réfléchis, je vois aussi le mal que je causais aux répondeurs. Et le processus avait créé cette situation où la seule option était de se défendre. Il n'y avait pas vraiment d'imputabilité. Et vous savez, il y a deux cas spécifiques qui me viennent à l'esprit. Un a commencé avec ce que je me souviens, c'était impulsif. La personne voulait, se sentait très mal pour ce qu'ils avaient fait, mais quand ils ont appris qu'ils avaient été accusés, tout ça avec ces différents comportements, ils avaient embauché un avocat du point de vue criminel et puis ils avaient dit ne dis rien. Et puis c'était le début d'un long patron de ce que Jennifer Grade a
aptement vu comme Darvo, défendre, attaquer et le reste. Alors, avec ce type de patron que l'on voit une fois après l'autre. Mais un autre cas, plus ou moins en même temps, j'avais quelqu'un qui avait essayé de négocier pour ses amis, comme vous avez vu à la télévision, sûrement. Et je pensais, comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point-ci? C'est aussi loin de l'imputabilité que possible. Et notre processus ne crée aucun espace pour qu'ils puissent écouter, réfléchir ou apprendre ou se rendre imputable et puis reconnaître le mal qu'ils avaient causé et rien du tout. Alors, nous avions aucun espace pour quoi que ce soit là. Alors, il y avait tellement de plaignants et de répondeurs qui avaient été vus dans notre processus et puis été laissés avec de mauvaises expériences universitaires. Et c'était le résultat direct de comment nous avions modelé notre approche dans ce système criminel. Alors, je pense que ce que j'aurais aimé savoir et ce que je dirais peut-être à moi-même disciplinaire, c'est que ces différentes pratiques et réduction des mal, ce n'est pas quelque chose qui travaille en opposition, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. J'aurais aimé savoir que ce type de violence est un droit une question de droit de la personne et ce n'est pas quelque chose qui devrait être traité comme un crime. Et j'aimerais mieux comprendre les choses et où est-ce que je pourrais être là. Et puis j'aurais aimé voir quand les procédures ne sont pas bonnes. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire dans des actions petites pour réduire le mal à ceux qui participent dans tout ça. Et je pense que euh, lorsqu'on pense à trouver de la formation pour moi-même, j'ai dû regrouper de l'information d'un peu partout. Avec les droits de la personne, la déontologie, les droits, gestion des risques, développement professionnel. J'étais un peu partout. Puis malheureusement, heureusement que je lis beaucoup, mais une grande partie vient des États-Unis. Et ça voulait dire que je devais passer par plusieurs choses qui n'étaient pas au Canada. Puis j'ai dû prendre chose du point de vue postsecondaire. Donc, on va voir où est-ce que ça s'apparie avec les choses ici. Et puis, il fallait voir qu'est-ce qui s'applique à mes contextes. Alors, j'aurais aimé savoir comment appliquer ce que j'ai appris à ces différents processus de plainte. Et c'est ce que ce guide fait. J'aurais jamais cru que vous êtes quelqu'un qui lit tellement de différentes choses en sachant que n'importe quand, nous avons de différentes choses qui arrivent, mais ça, c'est quelque chose qui était initialement là. Donc, pour ceux qui ne savent pas le courage d'agir, quand on a commencé, un rapport qui a commencé, il y avait tellement de choses sur le processus. Et puis, on a fait partie du comité directeur, et puis Zinab est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui a fait du travail extraordinaire et j'ai le plaisir de travailler avec elle. Alors, quand nous avons rassemblé les trois, ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Alors, quand on s'est réunis pour la première fois, je pense que le projet initial, ça a évolué dans quelque chose de très différent parce que vous appreniez qui vous étiez et comment développer le projet ensemble. Donc, Brittany, pouvez-vous nous dire comment le projet a évolué dans les dernières années? Absolument. Alors oui, ça a évolué. On dirait pas que ça a commencé dans la première rencontre, mais je dirais qu'une des choses qui était uniforme à travers, c'est cette idée que à notre première rencontre, nous avions cette discussion sur ce standard et comment ça se jumelle. Et ça n'a pas changé dès le début. Donc, au début, et juste essentiellement ce qu'on a fait, ce que l'on voulait faire, ça n'a pas changé, mais ce dont ça a l'air et comment on va le faire, ça a changé les choses un peu. Alors, une des choses les plus nouvelles pour nous, c'est vraiment de gérer ce que nous faisons. Alors, nous avons beaucoup de passion sur ce que l'on fait et nous avons plein d'expériences et de connaissances et nous travaillons et nous avions l'accès à des experts de tout le pays. Alors, nous avions de grands plans que nous allions adresser toutes les inquiétudes que nous avions dans le rapport Kerchak et puis toutes les inquiétudes qui portaient sur les processus de plainte. Et en plus de tout ça, nous voulions créer un registre national d'enquêteurs et pour rendre ceci bien plus accessible pour les campus parce que il y a plein de défis qui arrivent souvent. Et
et on en parle un peu dans notre guide, mais c'était au-delà de notre capacité d'aller de l'avant. Alors, nous, quand on a vu les différents défis, devait vraiment rétrécir notre portée. Alors, ça nous a aidé à établir des obstacles très clairs. Nous avons changé ces obstacles souvent, mais on a essayé d'établir des différents outils pour voir quelle était la portée de du tout et puis de reconnaître également quelles questions nous ne pouvions pas répondre parce que nous voulions pas faire, ce qu'on voulait pas faire, c'était présenter des stratégies qui avaient ces conséquences imprévues parce que nous ne savons pas si ça va en fait réduire le mal ou pas, ou si en fait c'est informé sur les traumatismes. Alors, les questions où on n'a pas de réponse et puis où on devait acheter telle et telle chose. Alors, je pense que pour moi, ça s'est rétréci à mes attentes au moins. Alors, comme quelqu'un qui est un peu plus au jour le jour dans le processus, je savais qu'ils étaient nocifs, mais je ne savais pas. Je pense que je ne savais pas quelle était la portée de comment ce mal était enraciné, puis dans le processus en soi. Alors, le plus nous avons approfondi dans les choses, nous avons commencé à reconnaître un peu plus que ce que nous faisions. C'était pas vraiment de fournir des stratégies pour une expérience transformative qui allait créer l'opportunité parfaite pour l'imputabilité et de fournir le soutien aux survivants. Je savais en rentrant, mais c'était également très intéressant ce que nous pouvions faire. Alors, c'est peut-être une bonne opportunité de changer ça. Mais non seulement nous avons rétréci ceci, mais j'ai rétréci mes attentes sur ce que l'on faisait aussi. Et je suis très reconnaissant de l'avoir fait parce que je pense que ça aurait été peut-être nocif de suggérer que si vous avez juste adhéré à une stratégie et le guide, que personne ne va passer par ces processus. Ça va être un mal induit parce que nous avons tous parlé de ceci et c'est juste pas vrai. Les processus sont enracinés dans le mal, c'est pas de la justice transformationnelle, et puis c'est vraiment un processus colonial où nous essayons vraiment de déchiffrer pour tous ceux qui vivent de ce moment-là. Et l'autre façon d'évoluer, qui pourrait peut-être contredire mon point sur le fait que nous devons rétrécir ce que l'on fait, nous avons aussi creusé davantage dans ce que l'on fait. Alors, on rétrécit notre portée, puis, mais vraiment, on creuse davantage là-dessus. Alors, quand nous avons au fur et à mesure que l'on travaillait, on envoyait des différents chapitres, des différentes pratiques pour recevoir leur feedback et nous donnait vraiment des commentaires très importants et de tous les différents points de vue qu'il y a. Et ça nous a vraiment aidé à creuser vraiment dans ce que nous voyons, ce qu'on essayait de dire aux gens. Alors, une des choses que nous avons vraiment dû faire, c'était articuler des choses que, oui, on pensait que tout le monde le comprenait, car nous avons tous de différentes perspectives, mais nous avions tous cette croyance essentielle et cette idée de ce que l'on voulait faire et qu'est-ce que ce mouvement essayait d'adresser. Et nous avons supposé juste que tout le monde se sentait de la même façon que nous. Alors, pareil que nous, mais avoir cette rétroaction, on a constaté que ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, une des plus grandes choses que je pense que m'a étonné, c'est qu'on n'avait pas rendu l'équité dans ce que nous avons fait du tout. On a juste supposé que c'était d'où on venait et c'était dit de façon très reconnaissante pour tous ceux qui nous l'ont dit, mais ça, c'est quelque chose que nous devions être très clairs. Il fallait aider à distinguer entre ce côté criminel des choses et le côté administratif des plaintes postsecondaires. Alors, tout ce que nous avions fait avait tellement d'intervenants et tellement de jeux de rôle, etc. Et puis, nous avions tellement de questions en plus, car nous sommes rencontrés virtuellement presque tous les vendredis depuis 2 ans et je pense que la plupart, peut-être 99% des fois, nous étions en train de parler avec des questions qui ont surgi où on a révisé de nouveaux cas ou articles que Deb a partagé avec nous et quelqu'un avait une idée ou avait besoin de clarifier. Normalement, c'est moi qui avais besoin de clarifier les choses sur ce qui se passe sur le terrain. Et
ça soulevait d'autres questions qu'on voulait adresser ou des questions que nous ne pouvions pas répondre, mais qu'il fallait peut-être appliquer. Alors, nous avons fini en rajoutant une nouvelle section au guide qui cherche comment vous avez pas réglé les questions. C'était pas partie du plan initial. On pensait que nous allions avoir des réponses à tout. On ne s'attendait pas vraiment à laisser ces choses-là sans réponse, mais alors, nous avons des sujets comme la divulgation, détention de différentes plaintes criminelles et la responsabilité des institutions pour adresser les plaintes historiques. Et nous avons un panel d'experts qui s'est rencontré, qui était formidable pour donner leur processus de penser sur ceci. Puis on a pu trouver des recommandations qui pourraient être explorées. Et ensuite, nous avons rajouté encore un autre chapitre un peu plus proche de la fin où nous avons constaté qu'il y avait des conversations bien plus générales qui devaient arriver, des ressources et des réponses qui devaient être expliquées. Alors oui, nous n'avons pas eu l'intention d'avoir ces questions à travers, mais je pense que ça parle vraiment de la complexité du processus de plainte et le besoin que tout le monde s'engage dans ce travail, non seulement d'après votre propre point de vue, mais vraiment de s'engager de façon plus significative. Alors, dans la dernière année, il faut rétrécir la portée, mais également creuser dans ces nouvelles questions et vraiment être plus dans ce monde plus complexe, ou au moins moi, de façon très naïve, j'ai pensé que c'était un peu restrictif au début, mais bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Une de mes choses préférées sur votre projet, c'était combien de personnes sont tellement investies dans ces projets. Il y a une communauté de pratique incroyable où vraiment ils voulaient voir le matériel au fur et à mesure. Ils voulaient donner de la rétroaction. Et puis, il y a vraiment des conversations très intéressantes. Je me souviens, celle sur la réduction du mal, c'était très intéressant de voir tout ça. Et puis, je sais que vous avez vu ça, donc, et, euh, et c'est également votre travail aussi. Alors, je sens que c'est votre bébé parce que vous êtes en train de vous attarder là-dessus depuis 2, 3 ans et puis c'est un long processus qui va en découler. Mais quelle est votre vision maintenant? Comment voulez-vous voir les gens utiliser ce guide? Comment voulez-vous que les gens interagissent? Comment est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voyez ça juste en train de voir comment les choses vont changer? Comment on fait les enquêtes dans les campus? Ou est-ce que vous voulez voir d'autres changements? La liste de personnes est très longue. Et évidemment, nous voulons que les administrateurs et les leaders et les différents administrateurs, les gens qui s'occupent de produire les processus d'imputabilité pour les incidences de violence genrée, il faut que les gens utilisent ce guide surtout parce que ce guide est bâti d'une certaine façon où chaque guide de processus, que ce soit la divulgation ou l'adjudication, les appels, soit discuté de façon approfondie avec des stratégies pour s'assurer que le processus est informé sur les traumatismes et puis réduction du mal. Alors absolument, nous voulons que ces gens-là prennent ce guide. Alors, nous espérons aussi que les différents activistes puissent utiliser ce guide, surtout parce que de plus en plus d'étudiants sont en train de prendre des rôles actifs dans les processus de révision active et plusieurs des politiques que nous avons maintenant, c'est grâce à ces différents étudiants qui se mobilisent dans le militantisme et puis nous espérons que ce soit un outil que l'on peut utiliser dans nos propres campus, surtout dans des périodes de révision politique pour pouvoir amener des stratégies, des amendements aux politiques. Alors, les institutions qui peut-être n'ont pas la chance de parler avec nous, je m'excuse. Et puis, s'ils pouvaient utiliser ça comme une liste de stratégies à emmener à leur institution afin de modifier leur propre politique, ça, ce serait formidable aussi. Et également, dans cette position, il y a pas mal de décideurs qui veulent plus de directives et de stratégies pour livrer leurs décisions de façon à ce que ce soit informé sur les traumatismes. Et on a également une section qui traite de les mauvaises nouvelles et comment donner les mauvaises nouvelles de façon qu'ils soient informés sur les traumatismes et qui réduit le mal.
Il est important de savoir que même si le processus est bon, probablement quelqu'un va avoir quelque chose de négatif, que ce soit le plaignant, celui qui répond, ou les membres de l'institution. Et je pense qu'il y a une responsabilité sociale de même livrer les mauvaises nouvelles de façon à ce que ce soit axé sur la réduction des mal. Les enquêteurs qui veulent améliorer la façon dont ils récupèrent l'information des plaignants et des répondeurs pour mieux comprendre ces différentes réponses vont être avantagés par ce guide. Alors, une des parties clés où j'ai participé lorsque j'ai créé ce guide était de décrire le rôle des plaignants et des répondeurs dans une enquête. Et lorsque nous voyons les cas qui sont présentés, nous oublions parfois que les plaignants sont en train de rendre service au reste de la communauté et en parlant de leurs expériences dans un forum public, tandis que bien que ce ne soit pas exactement pareil, il faut reconnaître que les plaignants sont des fournisseurs d'informations intégrales à l'institution. Alors, ils décrivent leur expérience de façon à permettre aux institutions quels sont les écarts pour la sécurité, d'identifier des causes actives de mal et d'agir contre ce mal. Alors, c'est très important d'honorer les plaignants et les fournisseurs d'informations. Et la façon dont nous récupérons cette information de leur part, ça va déterminer si le processus de plainte est réussi ou pas. Alors, nous avons plusieurs différentes stratégies sur comment mieux récupérer l'information des gens en utilisant ce type de stratégie basée sur ce processus. Alors, les enquêteurs vont également être avantagés par ce guide. Et dernièrement, les différents survivants et les différents gens qui passent par ce processus, qui veulent connaître leurs droits et plaident pour un meilleur soin, plus de ressources, et puis surtout ces survivants qui ne connaissent pas vraiment les lois de ce pays, les processus de ce pays ou la langue dans ce pays, et ou en général comment le processus de plainte est traité au Canada. On veut que ces gens-là puissent utiliser ce guide également. Alors, ça, c'est vraiment une très longue liste de gens qui veulent utiliser ce guide, mais comme Brittany avait dit, on n'était pas capable de creuser dans toutes les composantes qui nous intéressaient. Mais dans le centre de connaissances nous avons créé beaucoup d'outils qui complémentent notre guide. En fait, nous avons l'opportunité de travailler avec le groupe de travail qui a créé un guide pour les enquêteurs. Et puis, j'encourage les gens qui veulent vérifier ces outils en plus de ce guide, car les compléments sont là. Et puis, ça couvre également des choses qui ne se trouvent pas dans ce guide. Et donc, quand quelqu'un voit les choses et dit, ah, ben, peut-être qu'il y a des différentes façons d'aller de l'avant, peut-être que je peux mieux comprendre les choses, ou même un parent qui regarde ça essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, comme ça je peux mieux comprendre moi-même. Et c'est très intéressant de voir tout ça. C'est également très beau. Alors, félicitations aux illustrateurs, chacun de tous ceux qui ont créé les images pour ceci et le concept de ce projet, et puis également tous les concepteurs incroyables qui font partie de ceci. Il y en avait tellement, et puis on est tellement chanceux de les avoir. Et une chose que j'aimerais entendre de vous quand on passe à la fin de cette section et qu'on commence à voir, il faut se préparer pour les questions parce qu'on veut les entendre. Alors, on est là pour parler aux choses où les PSI peuvent faire correctement pour commencer à adresser la procédure et donc, qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Alors, peut-être qu'on peut commencer avec Deb et puis on peut continuer avec Zanab et ensuite avec Brittany. Les deux choses principales qui sont liées les unes avec les autres, la première, c'est de s'engager à s'éloigner de cet axe sur la justice procédurale qui vient d'être répondu, adapter ces standards fondamentaux, et trois, la justice procédurale qui interagit avec ces différentes pratiques, ce qui réduit le mal. Et vous savez qu'afin de faire ça, vous devez changer votre politique. Vous pouvez commencer aujourd'hui et sur quelque chose là-dessus, juste en commençant avec la pratique et en se concentrant sur nos propres pratiques au travail. Alors, je veux commencer ceci et
Et les gens, le personnel avait pas de personne qui a participé à notre rencontre. Et nous avons plein de différentes formations là dans les prochains 2 ans où nous allons parler avec vous là-dessus. Et notre espoir, c'est que les praticiens dans tout le pays vont utiliser le guide pour pouvoir à eux-mêmes, pour qu'ils puissent devenir les experts dans ces processus et que personne ne se retrouve dans la même position il y a 2 ans. Je pense qu'il y a plusieurs choses que les institutions pourraient faire immédiatement. Et je vais commencer avec juste fournir aux gens le soutien requis, avoir des ressources disponibles tout de suite, sans devoir divulguer quoi que ce soit. C'est ça le modèle qui avait été suivi à l'Université Ryerson lorsque je travaillais là. Et puis c'était vraiment bon pour moi parce que je n'avais pas travaillé dans un PSI où c'était euh, le processus. Les gens pouvaient juste rentrer à mon bureau et demander du soutien et le recevoir sans devoir déclencher un processus et même raconter l'histoire. Je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent faire à leur propre institution. C'est comme Doug a dit, c'est un changement de pratique et, euh, et de voir si les gens pouvaient élaborer sur les événements qui ont mené au bureau. Et ça, c'est un changement important. Et l'autre chose, que les gens peuvent faire, c'est créer une équipe de réponse multidisciplinaire. Juste une petite demande de mon côté, mais les gens aux États-Unis, il y a pas mal d'équipes multidisciplinaires que l'on peut utiliser en tant que modèle, qui sont à certaines institutions, mais l'importance d'avoir cette équipe repose sur le fait que tous les besoins seront très différents. Alors, il est important d'avoir des bureaux qui sont culturellement sécuritaires, qui participent dans le processus. Alors, le soin procédural, les différents accommodements et les bureaux médicaux, ça, c'est pas un chemin linéaire pour les survivants. Alors, s'assurer que les différents bureaux et que les gens de différentes expertises et autorités soient tous liés à ces différents bureaux. Donc, je pense que c'est clé. Puis, il y a un guide que j'ai eu le plaisir de travailler avec qui va être émis dans la prochaine loi. Et puis, ça va parler directement de comment former un CRT ou une équipe de réponse sur le campus. Alors, ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Et la dernière chose, et ça, c'est une plus grande conversation qui va au-delà des institutions postsecondaires, mais si possible, rendre le processus non médical. Maintenant, c'est inculqué seulement dans ce que vous êtes capable de faire du point de vue médical. Je pense que vous devez élargir la définition d'un accommodement pour inclure tous les programmes dans le Code des droits de la personne. Alors, y compris des choses comme les statuts de soignants, y compris des choses comme la classe dans la conversation. Ça n'a aucun sens que le processus d'accommodement se limite seulement à un programme pour le Code des droits de la personne. On devrait voir l'expérience multidimensionnelle basée sur la classe, basée sur l'emplacement spécial. Alors, et vraiment retirer l'élément médical pour que ce soit plus accessible pour les gens qui en ont besoin. Mais ce sont des choses que les gens peuvent faire. Ce sont toutes des choses très importantes et ça vaut la peine de le faire. Une chose qui est importante, c'est que tout ce que vous avez, c'est dans les différentes pratiques et puis de savoir comment intégrer le soin dans le travail. Et pour les institutions qui s'engagent à ceci, ces pratiques oraux, les pratiques au processus de plainte. Alors, c'est pas juste les gens qui sont en train de trouver ce soutien et des éducateurs et encore une fois, avec l'expérience de Deb, nous ne voulons pas que les gens doivent faire ça eux-mêmes et vraiment avoir quelque chose en place par l'institution qui montre un engagement au changement de ces processus et aussi d'évaluer les pratiques d'embauche. Alors, si vous travaillez avec des enquêteurs externes, qui embauchez-vous pour faire ce travail, pour voir quelle est leur expérience avec les différentes enquêtes et les différentes plaintes là-dessus? Et
une partie de ce parapluie de formation que nous avons été capables de faire, ce travail est axé sur le tout, et ça leur donne les soutiens, les ressources dont ils ont besoin pour se protéger contre les choses comme les différentes choses. Alors, et d'autres choses qui sont vraiment nuisibles. Les gens qui font ce travail doivent avoir le soutien de la façon dont les plaignants et les répondeurs le font parce qu'ils ne font pas du travail facile. Ils font du travail qui soulève tellement, puis vous n'avez pas les bons soutiens en place. Et sinon, ça affecte votre capacité de faire votre travail, de vous occuper de gens et d'utiliser cet objectif basé sur les traumatismes. Et c'est vraiment juste pas quelque chose que nous voulons pour eux, peu importe s'ils peuvent faire le travail ou pas. Ça ne devrait pas être comme ça. Alors, oui, c'est la deuxième chose que je vais dire, c'est que les institutions devraient être en train de voir leurs politiques et procédures et utiliser les guides pour le faire. Nous avons des stratégies pour vous. En Ontario, les politiques de violation sexuelle sont là. Et puis, même si vous n'avez pas cette exigence législative, vous pouvez probablement faire des examens réguliers de vos politiques en violence sexuelle. Et puis, nous avons fait beaucoup de ce travail pour vous en ce qui concerne ce que vous avez besoin avec cette revue, quelles sont les normes qui devraient être utilisées. Et tout ceci se fonde sur l'expertise de gens à travers tout le pays. Alors, c'est là pour vous, vous pouvez l'utiliser. Donc, il faut vraiment juste prendre et voir qu'est-ce que vous faites sur votre campus. Et quand vous faites ça, il faut vraiment s'assurer que vous êtes en train d'être là pour les étudiants qui font ce travail sur le campus parce que ça va juste fortifier votre politique et travailler avec vos syndicats aussi. Renforcer vos conventions collectives pour s'assurer qu'ils s'alignent à vos politiques pour que tout le monde fasse les choses avec plus de sécurité. Alors oui, je dirais que il faut s'assurer que tout le monde sache comment être informé dans son travail et que s'assurer que les politiques soient informés également. J'adore que c'est vraiment les trois, vous cherchez ça comme une question holistique. Ce n'est pas juste une chose unique que vous faites et ensuite c'est fini. C'est quelque chose qui est continu, c'est l'engagement qui finance non seulement les politiques, mais les procédures aussi, parce que c'est aussi bon si ça se fait pas juste de façon qu'ils puissent appuyer les étapes suivantes et les processus suivantes. Alors, Deb, les étapes suivantes. Je sais que vous aviez mentionné qu'il y avait de la formation, des ateliers disponibles. Vous savez qu'il y a des choses formidables que vous faites ensemble. Alors, parlez-nous un peu de ça. OK, oui. Je vais juste vous montrer cette diapo qui a de l'information là-dessus. Donc, dans les dernières années, nous avons plein de choses de planifier. Si on commence avec la formation sur comment appliquer les trois standards fondamentaux à travers tout le spectre d'adjudication. Et on va offrir ça 4 fois sur 2 ans et on espère que le plus de personnes que possible puissent participer à ça. On va faire un suivi avec une série de formations qui s'appelle Go Deep, où chaque séance doit vérifier une étape du processus de plainte et va parler des stratégies qui vont assurer la justice procédurale, les différentes réductions de MAD à chaque étape. Alors ça, c'est vraiment notre stratégie de la séance de pratique du guide. Alors, une séance chacun qui avait reçu des plaintes, des enquêtes et une autre séance pour l'adjudication et les appels. Nous allons également introduire une discussion de panélistes qui s'appelle Nous pouvons faire mieux parce que nous pouvons. Peut toujours s'améliorer. Et nous allons voir les sujets comme passer de la décriminalisation des processus à décoloniser le processus et d'appuyer les répondeurs à travers ce processus et évidemment les alternatives au processus de plainte. Alors, encore une fois, reconnaissant que ceci ne sera jamais des processus désirables pour tous. Nous allons aussi parler d'autres questions qui n'ont pas été réglées. Donc, c'est semblable à ce que nous avons fait dans cette section de questions du guide. On va planifier davantage de discussions de table ronde sur les relations personnelles avec les étudiants de la faculté et le partage d'informations à l'intérieur et à l'extérieur de l'éducation postsecondaire. Et on espère avoir des documents dans les centres d'apprentissage afin d'avoir l'accès aux procédures là-dessus. Et finalement, gardez l'œil sur
notre série suivante qui s'appelle Les questions simples avec des réponses compliquées. Chaque blog va explorer les différentes questions concernant le processus de plainte et va essayer d'expliquer l'enjeu et démystifier tout ce que les gens disent, contester des mauvaises conceptions, puis donner également des différents processus de plainte. Alors, juste comme un petit je ne sais quoi. La première question, c'est que la violence axée sur les sexes, c'est un crime. Pourquoi ne pas laisser les choses aux intimidateurs? Et je vais m'arrêter là. C'est des questions intensives à la fin, hein? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tout temps. Quand tout ce qui se passait avec l'Université Western, quand ça explosait là, il y avait tellement de gens qui ont dit, ah, c'est une question de la police, il faut appeler la police. Mais en tant que une personne de l'externe, ce style de soutien, c'est la première chose qu'il faut penser. C'est comment appuyer les survivants, comment s'assurer que les gens puissent, qu'on puisse satisfaire leurs besoins. Donc, ce serait une conversation très intéressante et j'ai hâte à tout ça. Puis, si les gens ne le savent pas, Deb et Brittany ont écrit un article pour les options politiques et puis je vais le mettre dans le clavardage pour que les gens, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est bien. Espérons qu'il y a d'autres opportunités pour aller de l'avant. Et nous avons encore une vingtaine de minutes pour les questions et réponses. Alors, je suis heureuse de... J'ai tellement de questions pour ces trois êtres humains si formidables. Mais je voudrais entendre les gens dans le groupe. Est-ce que vous avez des questions pour Bernard, Brittany, Deb sur ce guide à trois parties parce que vous devez le télécharger en trois parties. Et puis, avez-vous des questions? Ah non, quatre parties. Mon Dieu, j'ai juste vu les trois premiers. Euh, oui, alors vous avez raison, oui. Alors, je vais poser une question, puis espérons qu'on peut poser la question. Si je vais demander à la foule, parce que je vois des gens incroyables, j'ai des grands aspirations intellectuelles. J'espère que vous allez poser des bonnes questions. Puis, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'est-ce qui est quelque chose qu'est-ce qui rend les choses très différentes entre le processus criminel et le processus dans les universités? Est-ce que qui va vous donner des opportunités? Alors, quelque chose où c'est quelque chose qui est un peu différent, mais qui regroupe des opportunités de faire X, Y ou Z. Alors, une des choses que je vous dirais, c'est que le processus criminel et le processus des campus ont des objectifs complètement différents. Alors, si nous essayons d'émuler ce qu'ils font dans le processus criminel, nous sommes complètement incapables de satisfaire notre mission éducative. Alors, notre objectif de notre processus, c'est de s'assurer que les gens qui sont dans nos communautés puissent vivre dans nos communautés et satisfaire leurs besoins. Comme ça, on peut satisfaire nos besoins et notre partage de connaissances et l'apprentissage et les recherches et toutes ces choses-là. Mais nous devons nous assurer que notre environnement va mener à quelque chose comme ça. Alors, si nous ne sommes pas en train de faire attention à ces choses-là, si on ne garde pas l'œil là-dessus comme objectif numéro un, on ne le fait pas. Alors, dès que l'on commence à émuler le système criminel et de ramener un élément qui ne satisfait pas vraiment cet objectif, on s'éloigne du tout et puis on a raté notre coup. Puis-je rajouter que vis-à-vis le système de justice criminelle, l'objectif est de déterminer si un délit criminel a eu lieu contre l'État et non pas la vie d'une personne qui a été causée du mal dans une série d'événements. Dans les PSI, nous avons l'opportunité de prendre une approche communautaire à cette situation et de voir les étudiants en tant que membres de la communauté parce que c'est vraiment ce que les collèges universités, c'est vraiment ça. C'est un microcosmos pour les petites communautés de personnes qui se rassemblent pour le même objectif que Dave vient juste d'expliquer. Alors, nous avons l'opportunité d'avoir un objectif, de ne pas déterminer les faits pour quelqu'un qui a violé une politique, mais plutôt, y a-t-il une opportunité pour changer le comportement de quelqu'un? L'acte qu'ils ont eu, puis la façon dont ils ont agi, c'est une façon de s'améliorer pour que ça n'arrive pas une fois après l'autre. Je pense que le récidivisme, c'est vraiment un grand point d'interrogation vis-à-vis de la violence sexuelle. On sait qu'il y a beaucoup des mêmes délinquants
qui perpétue la plupart de cette violence sexuelle. Et nous savons que on n'arrête pas ça, il ne réduit pas les taux de récidivisme. On le sait déjà. On sait que les gens qui vont en prison pour ces crimes soit deviennent des victimes de violences sexuelles eux-mêmes, ou sinon ils perpétuent ce mal envers autrui dans ces installations. Alors, il n'y a aucune raison vraiment pour dupliquer ce système du tout dans les PSC. Puis, en fait, nous devrions être capables d'animer une réflexion et nous avons vraiment une grande opportunité pour ce faire dans un modèle communautaire en s'éloignant du modèle de justice criminelle. Oui, 100% pour tout ça. Et puis une partie de tout ça, ça ramène à ce que nous pouvons faire pour les survivants dans ces espaces, car ça donne un peu plus d'autonomie et de contrôle sur le processus de qu'est-ce que c'est qu'ils veulent en sortir. C'est ce qu'ils cherchent et puis peuvent être des parties au processus au lieu du système criminel où vous êtes un témoin. Alors, vis-à-vis cette approche communautaire, si un survivant cherche cette composante, c'est quelque chose qu'ils peuvent trouver dans le processus institutionnel qu'ils ne peuvent pas trouver dans un processus criminel. Voilà les choses qui m'emballent concernant l'environnement universitaire, c'est que vous pouvez voir les gens être imputables, faire le travail nécessaire, être imposés de faire ceci par leur communauté. Puis si on fait ça correctement, si on le fait d'une façon où ça fonctionne. OK, y a-t-il des questions du public ou vous voulez juste m'entendre poser plein de questions à ces gens? Ce qui est vraiment, c'est correct, mais je vais juste attendre un instant parce que parfois, les gens doivent se regrouper, mais ça va. Mais je vais peut-être poser 2 questions de plus et on va conclure un peu plus tôt. Ça va aussi. Parce que je sais que les gens sont un peu bouche bée par toutes les réponses que vous donnez, mais une des choses que je regarde un peu plus, c'est quand les 3 d'entre vous, vous travaillez là-dessus. Et si on parle de la nature collaborative, pas juste le point de vue, mais avec tous les gens qui participent. Et, euh, et donc, pour cet outil, ça marche. C'est tellement incroyable combien de personnes participent dans ça. Alors, à quoi ça a l'air? Comment est-ce que c'était superficiel? Est-ce que les gens vous donnaient des aides? Parce que je pense que quelque chose qui est très unique concernant votre guide, c'est si ça vient de projets, si c'est collaboratif. Je n'ai pas vu ce travail s'effectuer. Donc, pouvez-vous nous dire un peu sur l'aspect collaboratif là-dessus? C'était formidable, en fait, de travailler avec ce groupe de centaines d'étrangers. Certains étaient des étrangers, certains on les connaissait, certains étaient des amis. Euh, mais ça faisait peur d'être là. Euh, et parce qu'on écrivait un chapitre euh, et il y avait plein de gens qui sont revenus avec des mises en revue de ce que l'on avait fait et dans comment est-ce qu'on peut encadrer ceci, mais parce qu'il faut être explicite, c'était formidable. Donc ça, c'était très cool, mais euh, et pour les enquêteurs, les administrateurs et organisateurs, des avocats et des syndicats, tout le monde, il y avait tellement de personnes qui faisaient tellement sur euh, et je sais pas si je sais même, c'est même pas. C'était un rapport d'écrivain que l'on attendait à être publié. Vous avez des rapports comme ça. On a fait ça également, mais nous avons ça aussi, mais un peu, bien que ce soit, on se sente mal à l'aise un peu avec le niveau de feedback que nous avions eu. Et le niveau d'engagement était vraiment si incroyable que la chose qui m'a fait peur, c'était devenu vraiment la plus grande force de Guide parce que c'est tellement plus crédible et fort parce que c'était révisé de façon si attentive par tellement de personnes avec toutes ces perspectives. Et il faut également rajouter que
dans la collaboration, il y avait beaucoup d'autres outils que je ressens, que j'avais mentionné avant, qui sont complémentent ce guide. Alors, à cause de ceci, puis combien de personnes nous avions travaillé avec, ça a mené au développement d'une boîte à outils compréhensive d'outils que l'on peut utiliser dans différentes enquêtes. Et je pense qu'il y a aussi un guide sur les processus de résolution alternative. Alors, les choses que nous n'étions pas capables de couvrir, nous savions que les gens avec qui on allait travailler, qu'ils allaient creuser davantage et produire des outils qui parlaient de ces besoins. On le voit vraiment dans le travail que vous avez tous réalisé, puis je demande aux gens de regarder quelles sont les pages de reconnaissance parce que ça me réchauffe le cœur et puis ça m'emballe avec le futur de ce travail. Si on dit tous, OK, on s'engage tous à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer des changements dans les campus? Donc, la dernière chose que je veux conclure avec, c'est en fait, nous avons une question. euh, Y a-t-il des cas où la justice procédurale sont en opposition les uns avec les autres? Et si vous trouvez ceci, lequel est une priorité? Je peux aller de l'avant avec celui-ci parce que je pense que cette question va être abordée souvent lorsqu'on pense à la façon dont la justice procédurale et les pratiques informées sur le traumatisme ont été encadrées en tant que force qui s'oppose. Mais je pense que dépendant de comment vous comprenez quels sont les concepts, ça va aider à former le tout. Alors, dans notre encadrement sur comment on comprend que ça va fonctionner dans un processus de plainte, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas s'opposer les uns les autres parce qu'ils se fient les uns sur les autres. Et les principes de ces différentes pratiques informées sur le traumatisme et les connaissances du traumatisme et ses impacts doivent être incorporés dans toutes les politiques, procédures et pratiques et que ceci soit utilisé pour éviter le traumatisme et atténuer le mal. C'est de façon juste parce qu'il s'agit de comprendre les traumatismes. Et nous pouvons être attentifs aux deux sans devoir prioriser l'un ou l'autre. Et aussi, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre le tout, c'est le point où, puisque ça s'applique aux deux parties, lorsque nous avons vu ça, on pense que la justice procédurale, c'est seulement quelque chose pour la personne qui répond, puis celui basé sur le traumatisme, c'est seulement pour le plaignant. Mais lorsqu'on pense au fait que les deux parties devraient être données ces deux standards, ça nous aide à ventiler le fait qu'ils s'opposent l'un et l'autre ou qu'il y a une certaine tension qu'il faut réconcilier, tandis que c'est le contraire. Mais je dirais que on dirait que ça arrive souvent dans le travail, mais si vous allez à ce que ça veut dire d'être informé sur les traumatismes, vous pouvez voir que ça ne va jamais s'opposer à la justice procédurale et vous devrez prioriser ceci. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons essayé d'établir dans toutes les stratégies. On essaie de montrer d'où vient la tension et vraiment comment je sais pas c'est quoi le mot, mais est-ce que c'est une chose forte? Donc, c'est quelque chose que nous voulons creuser davantage pour essayer d'obtenir plus d'informations. La dernière question, et j'apprécie que cette question ait été soulevée parce que je pense que des fois, c'est le grand problème dans la salle que personne ne veut aborder. Mon préféré, c'est Robin Bigot qui a fait les recherches initiales sur le rapport. Elle a fait un mime et c'était deux gens des Avengers qui s'opposaient l'un contre l'autre. Et j'adorais comment elle était capable de le rendre un mime parce que c'était censé de lutter l'un contre l'autre, mais en fait, ils sont ensemble. Alors, la dernière chose, c'est qu'on sait que ce n'est pas juste une question d'institution, étudiants, plaideurs là-dessus, c'est un projet qui est lié au gouvernement fédéral. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fédéral ou provincial peut faire de mieux pour appuyer les différentes réductions des mâles, la violence et les différentes conversations autour de ça? Donc, comment peuvent-ils changer? Est-ce que la justice procédurale, comment est-ce qu'ils peuvent rassembler le tout? Et puis, comment ramener ces éléments pour soulever des changements dans les processus sur les campus? Excellente question. En fait, nous avons identifié quelques aspects où
nous voulons avoir des changements politiques, des changements de la loi. Mais je pense que juste s'assurer que le gouvernement, que les conversations du gouvernement impliquent des gens qui travaillent à l'avant et puis qui passent par le processus et qui sont des survivants, qui vivent ce que c'est que de faire ça. Ils doivent être entendus. Je pense que trop souvent, nous sommes trop occupés à penser au niveau des politiques institutionnelles et en négligeant l'élément humain. C'est ce qui doit arriver, je pense. Alors, maintenant que je sais que vous avez une question que vous voulez répondre. Donc, je sais qu'il y a pas mal de spécialistes dans le public maintenant. Et je pense qu'une des choses principales que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial et tous les groupes qui déterminent le financement pour notre institution peuvent faire, c'est de s'assurer que la structure de financement soit permanente, qu'il donne de l'autonomie au bureau qui en fait effectue le travail. Et c'est un fardeau très lourd à porter seul sur les campus universitaires. C'est pour ça que je voulais une équipe multidisciplinaire parce qu'un seul bureau ne peut pas avoir ce fardeau sur leurs épaules. C'est trop lourd pour une seule personne. Alors, non seulement on appuie des gens qui sont affectés par la violence sexuelle, mais nous devenons également des experts médicaux, des experts légaux et des experts en accommodement. Et il est impossible pour nous de connaître toutes les politiques et au maximum, mais c'est une responsabilité que nous avons pour la plupart d'entre nous. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'on devrait avoir d'autres équipes multidisciplinaires et je pense qu'une chose qui pourrait mieux nous aider à faire notre travail, c'est savoir que nos emplois sont protégés, nos emplois sont respectés, notre expertise est respectée, puis ceci peut seulement arriver quand il y a une distribution très claire du haut vers le bas qui indique le tel. Et je pense que c'est un excellent changement qui doit arriver. Ouais, on dirait que ce n'est pas juste quelque chose que juste le personnel individuel peut faire. Il faut vraiment pousser de l'avant, mais je voulais également soulever l'idée de respecter les connaissances des gens qui font tout le travail. Et j'adore que cet outil reflète ça. Et on avait vraiment parlé aux gens qui ont fait le travail. Ils voyaient les cas, ils avaient du mal eux-mêmes. Et les petits bureaux qui vont là, ils disaient, ah, je ne sais pas quoi faire, ou quand personne ne veut m'écouter. Alors, ça a vraiment reflété le tout et vraiment, je vous remercie à tous les trois pour tout le travail que vous avez fait là-dessus. Je veux également, au moment de finaliser la conversation, merci à Senav Jaffrey pour tout votre travail là-dessus, Brittany DaCosta et Deborah Irks. Les trois d'entre vous, vous êtes réunis. Vous n'avez jamais travaillé ensemble avant, puis vous avez fait quelque chose qui va être vraiment insolite pour ce mouvement, pour mettre fin à la violence genre sur les campus. Et merci à toute l'équipe, CJ Rowe et Jen et Karina Gabriel, Adrienne, Emily Allen et Kelly Privet, ainsi que les concepteurs qui ont créé le guide parce que c'est vraiment super. C'est 4 parties. Becky Gias, Katie Rowe, Jay Bird et Vaya Joe. C'est vraiment c'est excellent. Puis il y a plein d'autres personnes comme les panels d'experts, y compris Karen Lesby, Laura Hop, et Lindsay Anderson, Elise Cattell et Pamela Cross qui fait aussi partie. Et il y a tellement de gens qui sont fiers de ce projet. Donc, merci encore une fois. Puis nous avons une évaluation. Veuillez la remplir pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou de différent et téléchargez les 4 parties de ce guide. Partagez avec ceux que vous connaissez, puis assurez-vous que tout soit là parce que nous allons avoir beaucoup plus de conversations comme ça. Vraiment des conversations approfondies. Donc, merci pour être avec nous. Merci de faire partie du processus du courage d'agir. Merci. On va conclure. Merci. Au revoir. Au revoir.